Bonsoir, bonsoir à tous. Donc effectivement, comme ça a été dit, je suis Pascal Crépé, je suis enseignant-chercheur en épidémiologie et biostatistique, donc à l'École des hautes études en santé publique. Et donc je voulais, donc déjà, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à ce séminaire. Donc je trouve la thématique très intéressante et très à propos. Et donc je vais en profiter pour partager avec vous quelques réflexions sur le sujet. Donc je suis épidémiologiste et c'est vrai qu'on parle beaucoup là, depuis quelque temps de l'épidémiologie et parfois tout le monde se sent un petit peu épidémiologiste et c'est pas plus mal. Ça reste intéressant d'avoir justement les avis un peu parfois un peu profanes pour nous ramener un peu euh, ben, les pieds sur terre. Mais je voulais donc commencer peut-être ce propos par, si j'arrive à passer la diapo suivante, par une définition. Forcément, qu'est-ce que l'épidémiologie? Et rappeler que qu'au final, l'épidémiologie, ce n'est jamais que l'étude de la distribution et des déterminants des états de santé de populations spécifiques, et puis l'application de cette étude à la prévention et au contrôle de la santé publique. En tout cas, c'est ce que disait Last dans son dictionnaire de l'épidémiologie. Et donc, si on reprend les mots-clés principaux de cette définition, euh, on, hop là, on voit qu'au final, se dégage de cette définition et au final des grands principes de l'épidémiologie. D'abord l'observation, puis tout ça pour la compréhension des phénomènes, des interactions entre les différents facteurs, et dans le but d'amener à une action, à des recommandations de santé publique visant à améliorer la santé des populations. Et au final, ce triptyque observer, comprendre, agir, c'est un triptyque qui s'applique à énormément de sciences et énormément de disciplines dans le cadre de la santé publique. Bien évidemment, ce n'est pas propre à l'épidémiologie, mais l'épidémiologie s'inscrit bien dans ce triptyque. Et donc, si on utilise en épidémiologie des modèles, il faut bien comprendre que c'est aussi dans ce triptyque. Et vis-à-vis des modèles, les sentiments sont souvent un peu partagés. Les modèles, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Ok. Les modèles sont souvent pour la plupart des gens, j'allais dire le commun des mortels, mais même les modélisateurs sont mortels. Donc pour le plus grand nombre, les modèles, ce n'est jamais parfois, malheureusement, que des boîtes noires. Et vis-à-vis de ces boîtes noires, eh bien, les sentiments sont souvent partagés. Soit il y a énormément de gens qui même s'ils ne l'avouent pas, en fait, adorent les modèles parce que ça leur donne des chiffres, un nombre. C'est un côté un peu magique, un peu boule de cristal. Ça permet d'appuyer des décisions qui souvent sont déjà prises ou déjà pensées ou de confirmer, d'avoir une sorte de confirmation scientifique ou plus ou moins scientifique d'éléments de bon sens. Et donc, il y a beaucoup de gens, enfin, moi, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le domaine de la modélisation des maladies infectieuses. Et je vous dis, il y a énormément de gens qui, en fait, adorent les modèles et qui s'en servent parfois à outrance. Et donc, voilà, des gens qui aiment beaucoup. Et à l'inverse, il y a beaucoup de gens, et on l'a vu d'ailleurs dernièrement, qui détestent ça, qui ont des réactions épidermiques vis-à--vis des modèles, qui, sous prétexte que ça vient d'un modèle, c'est forcément faux, c'est forcément on ne peut pas y prêter, on ne doit pas y prêter attention et on ne peut pas y prêter un quelconque crédit. Et au final, ces sentiments extrêmes font un peu oublier le fait qu'un modèle, c'est jamais qu'un outil et que l'outil, on peut lui faire dire un peu
un peu ce qu'on veut et qui ne fait que traduire une série d'hypothèses qui sont forcément un peu subjectives et qui sont du fait de choix du modélisateur, de l'épidémiologiste, et qui donc impactent forcément les résultats que le modèle va fournir. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'un modèle, c'est une abstraction de la réalité. Et c'est pour ça que c'est utile. Là, je vous montre sur cette diapo deux exemples de modèles. Et c'est souvent pas forcément, enfin, on n'imagine pas forcément que ce sont en fait des modèles. Le modèle numéro 1, c'est peut-être le modèle que vous connaissez tous, c'est simplement l'équation d'une droite, y égale à x plus b. Et ben, en fait, ce y égale à x plus b, c'est déjà un modèle quand on y réfléchit. Y, c'est le résultat, la prédiction, et cette prédiction, eh ben, elle dépend de paramètres qui sont A et B, et puis de données qui sont X. Donc ça, déjà, rien qu'avec l'équation d'une droite, lorsque vous tracez une droite, vous faites d'une certaine manière un modèle, vous prédisez Y en fonction de X et en fonction de paramètres que vous avez choisis. Le modèle numéro 2, ben, c'est lui aussi un modèle. C'est une illustration de Saul Steinberg qui représentait sa vision du monde depuis son appartement. Et il illustre bien justement le processus de construction d'un modèle, à mon sens, et en particulier le fait qu'un modèle, s'il est censé représenter une forme de réalité, il représente cette réalité d'abord sous le prisme du modélisateur et de ce qui intéresse le modélisateur. Dans cette illustration, Saul Steinberg, lui, était intéressé visiblement, en tout cas dans ce modèle-là, par ce qui se passait entre la 9e avenue et l'Hudson River. Ça prend la moitié de son dessin. Et dans un modèle épidémiologique, bah, c'est un peu la même chose. On s'intéresse à une partie de la réalité et le reste de la réalité, on le simplifie parce que soit ça ne nous concerne pas, soit on fait l'hypothèse que ça a peu d'impact sur les résultats, sur la dynamique de l'épidémie, et qu'au final, si on veut faire un modèle, c'est avant tout parce que on veut essayer de comprendre le modèle et s'assurer que notre compréhension du modèle est en ligne avec une certaine compréhension de la réalité. Voilà, donc tout ça pour dire que les modèles sont forcément des abstractions de la réalité, des simplifications de la réalité, et donc condamner les modèles ou critiquer les modèles sur le fait qu'ils ne représentent pas la réalité, c'est un peu un faux procès parce que c'est justement leur utilité. Ils sont là pour simplifier le réel afin de nous permettre de mieux le comprendre et de mieux le tester. Alors, à quoi sert un modèle dans une épidémie? À mon sens, un modèle dans une épidémie n'a pas forcément pour objectif de prédire quelle sera la course de l'épidémie et de faire ainsi des prédictions du futur. À mon sens, le modèle est d'abord là pour essayer d'assembler les différentes pièces du puzzle et de les faire fonctionner les unes avec les autres et de s'assurer ainsi que l'on comprenne correctement le mécanisme sous-jacent. Et donc, dans ce cadre-là, les modèles qui ont été utilisés jusqu'à présent ont surtout visé à d'abord estimer les paramètres un peu cachés de l'épidémie, les taux de transmission, le fameux R0, hein, le nombre de reproductions de base, le nombre de moyens de personnes qui vont être contaminées par une personne infectée. Essayer d'informer sur la dynamique actuelle, mais même sur la dynamique passée, avant de s'intéresser à la dynamique future de l'épidémie, sur le nombre de cas, la proportion de personnes infectées, le nombre de lits d'hôpitaux nécessaires, etc.
Et tout ça pour essayer d'envisager l'optimisation des mesures de contrôle de cette épidémie sur différents types de stratégies. Alors, je vais vous montrer maintenant 3 exemples de modèles et de résultats de modèles. 2 exemples de modèles qui se sont trompés et un dernier exemple de modèle qui s'est pas encore trompé, mais se trompera peut-être bientôt. Donc tout ça est très engageant vis-à-vis des modèles. Mais bon, premier exemple, c'est un modèle qui a été fait par l'équipe de Vittoria Colizza, qui est à l'INSERM, et qui a très rapidement travaillé sur cette problématique de coronavirus, et qui dès janvier 2020 a publié un papier sur le risque d'arrivée du coronavirus, du SARS-CoV-2 en Europe. Elle l'a fait d'abord en Europe, elle l'a fait aussi en Afrique, et c'était la question qui se posait à ce moment-là. Souvenez-vous, ça paraît lointain maintenant, mais c'était jamais qu'un peu plus d'1 an. On voyait l'épidémie commencer à se dérouler en Chine. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas forcément encore au courant de ce qui était en train de se dérouler. Mais pour le nombre d'épidémiologistes, en fait, ce qu'on était en train de voir dès janvier nous rappelait furieusement ce qui s'était passé 15 ans plus tôt, en 2003, avec la première épidémie de SARS. Donc on s'inquiétait déjà très fortement. Dans ces résultats, et donc alors déjà Vittoria avait donc pas mal travaillé sur l'épidémie de SARS en 2003 et avait construit déjà un modèle pandémique au niveau mondial qui avait montré que rien qu'avec les flux de transport aérien, on arrivait à prédire assez bien ce qui allait se passer et quel pays allait être touché en premier par l'épidémie. Et donc son résultat là montre que le niveau de risque le plus important était pour le Royaume-Uni, suivi par la France, ensuite l'Allemagne, etc. Et donc clairement, ce qu'elle montre, c'est que a priori, les premiers cas d'importation du virus seraient au Royaume-Uni. Et bien sûr, c'est pas ce qui s'est passé. Si vous regardez ce qui s'est passé, la première importation, enfin en tout cas l'importation qui a déclenché un cluster et qui a déclenché un foyer auto-entretenu dans le pays, a certainement eu lieu en Italie, puisque c'est bien l'Italie qui s'est enflammée en premier et le Royaume-Uni n'a suivi que bien plus tard, à partir de mars, où là on a commencé à avoir une explosion des cas. Clairement, si on voulait prédire la première arrivée du virus sur le territoire européen, eh bien, le modèle n'a pas donné de bons résultats. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'est trompé? Simplement parce que même s'il est relativement, entre guillemets, aisé de calculer un niveau de risque, prédire la réalisation de ce risque est au final très difficile, voire impossible. Ce qui va faire que l'épidémie va arriver et puis va créer des chaînes de transmission, des clusters auto-entretenus et au final démarrer un foyer épidémique. Au final, ça repose sur tellement de paramètres aléatoires que vouloir prédire ce phénomène, c'est quasiment impossible. Et à chaque épidémie un peu majeure, que ce soit Ebola par exemple, ou même l'épidémie H1N1, il y a ce genre de travaux, d'essais, de prédiction de quel sera le premier pays à être touché.
et quasiment systématiquement, on n'y arrive pas et on se trompe. Alors, est-ce pour autant inutile? Je ne crois pas, parce que c'est important de voir qu'il y a un niveau de risque plus élevé dans certains pays que dans d'autres. Et derrière, ça permet de prendre éventuellement des mesures un peu plus précoces. Mais néanmoins, voilà, ça reste un exercice très difficile, voire impossible à réaliser. Deuxième exemple, sur le dépassement des capacités de réanimation en France en mars 2020. Alors là, je suis d'autant plus à l'aise pour dire que ça ne s'est pas réalisé, parce qu'en fait, on ne sait pas si ça s'est pas réalisé, si ça aurait pas pu se réaliser. Et d'autant plus à l'aise pour dire ça que c'est des travaux qu'on a réalisés à l'EHESP, où donc dès fin février, voire même dès février en fait, on a commencé à travailler sur la modélisation de cette dynamique épidémique et à dresser des scénarios. On en savait encore relativement peu sur le virus et sur sa dynamique. Donc les modèles de transmission étaient relativement simples, parce qu'on ne savait même pas à ce moment-là s'il y avait des formes asymptomatiques qui permettaient de transmettre le virus. Et ce qu'on a prédit, et c'est là où je dis qu'on s'est trompé, c'est qu'en fait, toutes les régions allaient dépasser leur capacité de réanimation dans un avenir relativement proche, et qu'en fonction de ce fameux R0 qui caractérise la dynamique d'accélération du virus, eh bien, avec un R0 à 3, ce qui était en fait la réalité, eh bien, toutes les régions allaient faire exploser leur ligne de réanimation. Alors bien sûr, ça s'est pas passé. Ça s'est pas passé parce que il y a eu confinement de la population le 17 mars. Ça, c'est moi qui le dis. Mais donc au final, ça s'est pas passé. Donc on peut dire que le modèle s'est trompé si on pensait que le modèle allait prédire l'avenir et donc prédire une réalité qui au final ne s'est pas réalisée. Le seul truc, c'est que parce qu'il y a eu confinement le 17 mars, on ne peut pas vraiment dire que le modèle s'est trompé, puisque le modèle faisait l'hypothèse qu'il n'y aurait pas de confinement. Le modèle répondait à la question: qu'est-ce qu'il va se passer, qu'est-ce qu'il pourrait se passer si on ne fait rien? Or, comme on a fait quelque chose, on change les données du problème, et donc c'est pas étonnant d'avoir un résultat différent, d'observer finalement dans la réalité quelque chose de différent de ce que le modèle prédisait. Et au final, énormément de projections, énormément de modèles sont justement faits pour que leurs résultats ne se réalisent pas. Alors, est-ce qu'on peut pour autant dire qu'ils ont tort et qu'ils ne valent rien? Bon, ça, c'est une question qu'on pourra aborder. Et c'est peut-être un peu la malédiction, entre guillemets, des modèles. C'est-à-dire que si on croit à leurs résultats, lorsque les résultats sont justement très, très pessimistes, très alarmants, si on croit aux résultats du modèle, on va faire quelque chose pour que le résultat ne se produise pas, et donc le modèle aura prédit quelque chose de trop pessimiste, de trop alarmant, et qui ne s'est pas réalisé. Et tant mieux, et c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas qu'on me dise vous êtes trop pessimiste, trop alarmant. Si au final ça permet de sauver des vies, on a tout gagné. Dernier exemple, et j'en finirai pour mon introduction, c'est sur la dynamique de l'épidémie par tranche d'âge. Et là, je vous dis, c'est donc des travaux qui ont été réalisés essentiellement par mes collègues de l'Institut Pasteur, dirigés par Simon Cauchemez. Et là, je vous montre sur le petit graphe de gauche, en fait, la dynamique d'infection des populations en fonction de l'âge pendant l'été 2020. Et donc ça, c'est des données observées. C'est pas vraiment des résultats de modèle. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un effet un peu domino, avec d'abord les jeunes, entre guillemets, de 20 à 30 ans qui sont infectés, et puis
et puis progressivement les populations plus âgées jusqu'aux 80 ans et plus. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, le modèle que je vous détaille pas, mais qui simule la transmission du virus au sein de la population, est plus ou moins capable de reproduire justement cette dynamique, cet effet domino. Et parce qu'il est capable de reproduire cette dynamique de transmission au sein des groupes d'âge, eh bien, on est capable de reproduire différentes stratégies et de voir quelles pourraient être les stratégies de réduction des contacts en fonction des groupes d'âge. Et donc, c'est ça qui est intéressant là, c'est de voir qu'est-ce qui pourrait se passer si on demandait à une population, aux populations âgées, par exemple, de se confiner, ou aux populations plus jeunes de se confiner. Et je vous montre cet exemple-là, alors je ne vais pas détailler les résultats, mais pour répondre un peu à la question, quel scénario on envisage, comment est-ce qu'on envisage certains scénarios plutôt que d'autres, pour vous dire qu'au final, la réponse à cette question, c'est d'abord, ça dépend. Ça dépend, parce que là, vous voyez, ça dépend de la région. Sur chaque ligne correspond à une région. Ça dépend de la dynamique de l'épidémie. Chaque colonne que vous voyez correspond à un nombre de reproductions effectives, donc à une dynamique de l'épidémie différente. Et donc, en fonction de la dynamique de l'épidémie, vous avez des résultats différents. Et puis, ça dépend de l'indicateur épidémiologique que l'on regarde. Est-ce qu'on s'intéresse aux morts? Est-ce qu'on s'intéresse aux admissions en réanimation à l'hôpital, ou juste aux nouvelles infections? Et en fonction de tous ces paramètres et de tous ces choix que l'on peut faire, on va potentiellement dire qu'il faut soit confiner les plus âgés, si on est dans une dynamique très forte de l'épidémie et qu'on s'intéresse au nombre de morts, soit au contraire confiner les moins âgés, voire les plus jeunes, si on s'intéresse aux réanimations et qu'on est dans une dynamique de l'épidémie plus faible. Et encore, ces résultats-là peuvent varier d'une région à l'autre. Donc, vous voyez, au final, le modélisateur, quand il fait son analyse, il ne choisit pas forcément, il ne fait pas forcément une recommandation, il essaie d'établir des scénarios les plus larges possibles et d'éclairer pour éclairer la décision publique qui pourrait être prise, parce que c'est au final le décideur politique qui va dire moi je m'intéresse aux morts ou je m'intéresse à la réanimation ou aux infections, et pas forcément le modélisateur. Voilà, je m'arrête là pour ce propos introductif. Merci beaucoup pour cette présentation très riche. Je vais peut-être laisser le temps aux personnes de poser leurs questions dans le chat, et en attendant, je vais poser moi-même mes propres questions. Alors, de souvenirs, j'en avais plusieurs, donc je vais faire un gros tri, et vous pourrez évidemment vous-même faire le tri s'il y en a trop. Une première question qui m'intéressait, qui est peut-être un peu technique, c'est que de ce que j'ai compris, en fait, il existe plusieurs façons qui se font concurrence pour modéliser le réel. Et je me demandais dans quelle mesure ces controverses méthodologiques, elles avaient joué dans la gestion de l'épidémie. Est-ce que ces controverses sont restées confinées, ou est-ce qu'elles ont été structurantes pour savoir quel modèle on allait finalement utiliser pour fonder les décisions politiques? Ma deuxième question concernait, même si vous l'avez déjà évoqué dans votre intervention, mais concernait plus précisément le rôle du confinement comme variable un peu singulière, dans le sens où jamais en fait un tel phénomène n'avait eu de place dans les modèles, et dans le sens où le confinement a poussé un peu les modèles dans leurs limites. En fait, comment retrouver une stabilité dans son travail de tous les jours quand les circonstances des situations changent en permanence. Et peut-être une
une avant-dernière question qui est quelle est la différence entre le travail d'un épidémiologiste en temps entre guillemets normal et son travail en temps de crise? Est-ce qu'il y a des principes éthiques du coup de la recherche qui sont réaffirmés, ou au contraire est-ce que certains principes éthiques et méthodologiques sont transgressés parce qu'il faut aller vite et que tout le monde n'est pas en mesure de comprendre qu'un bon travail de modélisation peut prendre du temps? Donc dans quelle mesure des principes peuvent être transgressés? Et ma dernière question concernait plutôt les relations entre la modélisation et la politique. En fait, à quel moment, sur quelle scène sociale, en fait, se rencontrent ces deux figures, ces deux acteurs, et comment se fait le choix, en fait, comment le gouvernement va décider d'utiliser tel modèle plutôt qu'un autre? Voilà pour mes questions. Merci. C'est très intéressant. Alors, je reprends depuis le début là, sur votre question sur est-ce qu'il y a plusieurs modèles, est-ce qu'il y a des controverses méthodologiques sur les modèles, etc. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas un modèle universel qui peut permettre de répondre à toutes les questions. En général, on aime bien essayer d'utiliser le modèle le plus approprié pour répondre à la question posée, et le même modèle ne va pas forcément être capable de répondre à toutes les questions. Typiquement, lorsqu'on s'intéresse à l'arrivée du virus sur un territoire, sur le territoire européen, on va pas utiliser un modèle capable de regarder la dynamique de l'épidémie au sein des écoles ou des hôpitaux. Donc il y a forcément un choix d'échelle, un choix méthodologique du modèle qui va prendre en considération les paramètres qui nous semblent pertinents pour modéliser la dynamique et pour essayer de répondre à la question posée. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu tant de controverses méthodologiques. Il y en a peut-être eu un peu, mais donc pour vous dresser un peu le paysage, en gros sur la demi-douzaine, on va dire, d'équipes qui travaillent vraiment activement et régulièrement sur la dynamique de transmission de l'épidémie en France. La plupart utilisent à peu près les mêmes approches. Il y a des approches un peu différentes où on simule les individus, les interactions entre individus entre eux, puis d'autres où on considère que ce qui est pertinent au final, c'est plutôt l'âge des individus et les interactions entre les différents groupes d'âge. Mais au final, quel que soit le modèle, l'enjeu, c'est d'abord qu'il soit capable de reproduire ce qui est observé dans la réalité. C'est ça qui va donner une certaine valeur au modèle. Et puis ensuite, voir comment est-ce qu'on informe le modèle des différentes mesures qui peuvent être prises et qui vont potentiellement changer les résultats. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, avec un modèle, essayer d'évaluer la pertinence de telle ou telle mesure. Et donc, ça m'emmène sur votre deuxième question, qui est comment est-ce qu'on fait pour évaluer le rôle du confinement avant d'observer le confinement. Et ça, ma réponse, elle est très simple, c'est qu'on ne peut pas, et on ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'en mars, moi, je peux vous dire, parce que j'avais des journalistes qui m'appelaient quasiment tous les jours à partir du 17 mars pour me demander quel était l'effet du confinement. Et je leur disais, je n'en sais rien. Et mes collègues modélisateurs, que ce soit Vittoria, Colizza ou Simon Cauchemez, qui est au Conseil scientifique présidentiel, n'en savaient pas plus. On ne savait pas on ne savait pas si le confinement allait être suffisant. On ne savait pas si le confinement allait être trop fort. Mais on avait quand même des éléments pour se dire que à partir du moment où on sait que c'est un virus qui se transmet par les voies respiratoires,
Donc au final, c'est un virus qui se transmet au sein des populations en fonction des contacts de la population. Si on réduit les contacts interindividuels dans une population, on va forcément avoir un impact sur la dynamique du virus, et donc on va avoir un impact sur l'épidémie. Donc et puis on avait quand même l'expérience, le début de l'expérience d'autres pays qui avaient eu recours à ce type de mesures. Donc on était confiant sur le fait que ça allait avoir un effet, et potentiellement un effet fort, et on n'a pas été trompé. Mais typiquement, la question s'est de nouveau posée pour les couvre-feux à 20h, puis à 18h. Puis là, on me pose tous les jours la question sur les couvre-feux du week-end. Et je réponds la même chose, c'est que tant qu'on n'a pas observé dans la réalité l'impact d'une mesure, on est incapable de donner a priori son effet. On peut imaginer qu'il puisse y avoir un effet, mais être en mesure de quantifier cet effet, c'est quelque chose qui est pas faisable. On ne peut le faire qu'a posteriori. Et ce qui pose problème, c'est que l'effet, typiquement l'effet des couvre-feux, par exemple, à 20h, cet effet peut aussi changer dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des comportements d'adaptation vis-à-vis de la mesure, et on le voit aussi d'ailleurs entre le premier et le deuxième confinement, ou entre le début du confinement et la fin du confinement. Les populations s'adaptent, sortent plus. Pour les couvre-feux, beaucoup de gens, moi y compris, lorsque le couvre-feu était à 20h, je voyais mes camarades avant 20h, et donc au final, la nécessité de réduire le nombre de contacts et l'effet sur la réduction du nombre de contacts s'en trouvait d'autant plus diminué. Et donc, on peut observer comme ça une perte d'efficacité de la mesure au fil du temps. Et ça, encore une fois, tant qu'on ne l'a pas observé, tant qu'on ne l'a pas mesuré, on ne peut pas vraiment le prédire. Et puis même, si on l'a observé dans un pays, il y a fort à parier que d'un pays à l'autre, en fonction de la culture, du niveau socio-économique, etc., les résultats ne sont pas forcément directement transposables. Donc, bien sûr, c'est compliqué, voire impossible. Après, on peut toujours faire des hypothèses, mais ça reste des hypothèses qui sont donc forcément incertaines. Une question sur qu'est-ce qui change entre la crise et pas la crise. Beaucoup de choses en fait, et plus que ce que j'aurais cru. La chose principale qui change, c'est le temps. Alors, le temps et la pression, d'une certaine manière. On a moins de temps, clairement, parce que on travaille pas seul, on travaille avec des gens qui sont sur le terrain, des gens qui sont à différents niveaux de la prise de décision, et qui comme tout le monde, ont besoin d'informations, d'éclairage, ont besoin d'éléments, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir naviguer justement dans ce territoire un peu inconnu. La boussole qui leur permet de naviguer n'est pas forcément le modèle, la modélisation et l'épidémiologie, enfin en tout cas pas seulement, mais c'est un élément en plus qui donne un éclairage, juste un éclairage, mais qui peut être intéressant et qui peut aider à prendre des décisions. Donc effectivement, il y a cette pression, et puis il y a cette nécessité parfois aussi d'accélérer et ça, on a un peu ouvert la boîte de Pandore donc au début de la crise, d'accélérer la communication des résultats en s'affranchissant du processus habituel de revue par les pairs et de publication dans les revues, où on a eu un recours massif, et on l'a encore, au préprint, donc à la soumission de nos résultats de façon ouverte sur des serveurs de pré-publication. Et
mais dans un but justement d'ouverture, de permettre au reste de la communauté de pouvoir avoir accès à nos résultats et de pouvoir les critiquer. Et en fait, le fait de faire ça, ça a aussi, eh ben, à un certain moment de la crise, au final, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément experts du domaine, qui forcément, en plein confinement, s'intéressaient à la problématique et ont commencé à produire des choses qui étaient entachées parfois d'erreurs, de biais, etc. Mais enfin, nos travaux aussi sont entachés d'erreurs et de biais, mais, euh, mais donc produisaient des choses qui n'étaient pas forcément, qui n'auraient pas forcément été, qui n'auraient pas forcément passé les fourches codines des revues scientifiques. Et parce que l'épidémie devenait un peu le point focal de tout ce qu'on faisait en termes de population, eh bien, l'intérêt pour les travaux des scientifiques est devenu énorme et les débats scientifiques qui auraient dû rester dans le cadre scientifique du débat scientifique entre chercheurs, qui est nécessaire, qui est sain et utile, sont parfois arrivés sur la place publique et c'est pas forcément mal, hein, parce qu'on n'a pas de honte à débattre entre scientifiques, mais le problème c'est que c'est devenu ce type de débat a été jugé selon un peu la grille du débat politique. Euh, et donc le fait de faire des erreurs, de se tromper d'hypothèse, qui est quelque chose qui peut être courant en science, et c'est pas grave. C'est une hypothèse, c'est fait pour être infirmée ou confirmée. De temps en temps, on la confirme, de temps en temps, on l'infirme. Mais quand c'est jugé à l'aune de la grille politique, c'est voilà, un chercheur qui s'est trompé une fois, on ne peut plus lui faire confiance parce qu'il s'est trompé une fois. Qu'est-ce qu'il dit qu'il ne va pas pouvoir se tromper une deuxième fois? Donc ça change un peu la façon de voir les choses. Et justement, j'embraye sur votre dernière question sur modélisation et politique. C'est forcément quelque chose qui est compliqué à faire comprendre aux politiques. Le Excusez-moi. fait que, ouais, Oui, si je peux me permettre, comme je vois que le temps passe, peut-être que ça serait bien de garder la réponse pour cette question modélisation et politique, peut-être pour conclure ok, la séance où on pourra revenir sur les éthiques de l'anticipation et ce qu'elles ont à dire aussi de la modélisation. Et comme ça, parce que c'était une grosse question, ok. cette dernière question, et comme ça permettra de bien conclure. Et en tout cas, merci pour votre intervention, vos réponses qui sont très riches. Et j'ai des échos et je sais que ça intéresse tout le monde. Donc merci beaucoup. Et je vais maintenant donner la parole à Jean-Daniel Strub et ensuite on écoutera Léo Coutelec et Paul Louveil-Dubuc.